Un droit dont les Français seraient friands selon les voisins du monde entier, et un droit dont les Français eux-mêmes clament que c'est la seule occupation des personnels de l'éducation nationale. Notre question, pourquoi les grèves et les mouvements du milieu scolaire sont-ils autant inefficaces malgré les revendications de tout un secteur? C'est sur Capsule Éducation. Notre première indispensable, tout simplement, c'est un rappel de ce qu'est la grève. C'est une cessation collective pour des revendications professionnelles. À ce titre, le droit de grève est reconnu aux agents publics, nécessite un préavis, fait l'objet de certaines limitations et, bien sûr, entraîne des retenues sur salaire. L'indispensable 2, c'est une question d'histoire. La toute première grève connue de l'histoire remonte en fait à l'Antiquité, en Égypte. C'est au Moyen Âge que l'Europe voit naître les premières grèves corporatives. Même si les époques et les revendications évoluent, et peu importe les remises en question fréquentes, la grève demeure intacte en France. Notre grève la plus connue d'ailleurs, et ça je pense qu'elle va étonner absolument personne, c'est bien celle de mai 68, une grève qui aura rassemblé 8 à 8 millions de Français. Enfin, l'indispensable numéro 3. Le droit de grève et le droit de retrait ne sont pas à confondre. Le droit de retrait s'applique quand l'agent considère qu'il y a un danger grave et imminent qui menace sa vie ou sa santé. Les conditions s'appliquent forcément différemment puisque c'est un droit individuel qui ne vise pas à faire pression ou à porter des revendications, même s'il y a bien sûr une cessation temporaire. Un petit tour sur le droit de grève pour les personnels de l'éducation nationale, ça vous dit? Pas de secret là-dessus, tous les personnels du milieu scolaire peuvent se mettre en grève, titulaires comme non titulaires. Enseignants et professeurs, CPE et vie scolaire, personnel administratif et personnel de direction aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement et son équipe de direction sont garants de la sécurité de l'établissement et des personnes qui s'y trouvent. Il est plus dur pour eux de faire grève et de ne pas être présents sur site. Mais si la sécurité et les conditions d'accueil le permettent, ils peuvent participer aux grèves après s'être déclarés grévistes auprès du DAZEN ou du recteur. Attention, hein, les autres personnels n'ont pas l'obligation de se déclarer avant le jour J de la grève, bien entendu. Le préavis de grève dont on entend toujours parler sert quant à lui à couvrir tous les salariés grévistes, et il est accessible via les syndicats qui le transmettent à la hiérarchie académique dans un certain délai avant le début de la grève. Dans le second degré, si l'équipe de direction demande de les prévenir en avance, on peut le faire, bien sûr, mais ce n'est absolument pas une obligation, ça je tiens à le rappeler. C'est l'établissement qui constatera l'absence et agira en fonction. Les collègues des écoles maternelles et élémentaires, eux, ils doivent bien déclarer leurs intentions d'être grévistes au moins 48 heures avant. Ceci depuis l'instauration du service minimum d'accueil depuis 2009. Le premier degré dépend aussi des communes, d'où ce changement par rapport au second degré. Est-ce que ça casse pour autant les grèves et les mouvements des collègues? Moi je vous dirais que non, parce qu'ils peuvent quand même participer. Mais c'est vrai que l'effet de surprise est raté avec ça, c'est sûr. En même temps, imaginons juste les conséquences si toute une école se déclare gréviste au dernier moment. Les parents et leurs réactions, bon, ça, on a l'habitude, je vous dirais, mais les enfants, contrairement aux collégiens et aux lycéens, ils ne sont pas tous suffisamment autonomes pour rentrer chez eux ou rester seuls toute la journée. Il y a quand même un certain devoir de protection vis-à-vis d'eux, sûrement la raison de cette exception. Pour permettre aux familles de s'organiser pour leurs enfants si toute l'école est paralysée et si la commune ne peut pas prendre en charge les élèves en toute sécurité. Dernière petite base sur le droit de grève, un bout de texte que l'on trouve à l'article R 421-12 du Code de l'éducation. En cas de difficulté grave dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toute disposition nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans l'enceinte et les locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. Normalement, les fermetures d'établissements découlent de décisions du rectorat, de l'académie ou même de la préfecture. Mais dans le cas d'une part majoritaire de grévistes sur tous les salariés de l'établissement, la sécurité n'est plus assurée pour les élèves. Le chef d'établissement peut donc être amené à fermer la boutique sur temps de grève. Est-ce qu'on voit ça souvent? Pas tant que ça, non. Mais ça arrive quand même. C'est juste très peu médiatisé. Un petit historique des grèves dans la maison. Allons-y. Ah oui, ça se complique déjà. C'est-à-dire que recenser toutes les grèves n'est plus tellement possible dans la mesure où il y en a un certain nombre par année.
celle dont on entend parler, donc celle qui rassemble à travers la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, et celle dont on n'entend pas ou peu parler, moins que les grandes en tout cas. Ce sont plutôt les grèves à l'échelle locale ou régionale dans ce cas-là. Quelques dates récentes. En 2021, 26 janvier, 23 septembre et 5 octobre pour tous les personnels de l'éducation nationale. Bien évidemment, il y en a eu bien d'autres avant. Disons que ce sont celles qui me reviennent le plus en tête. Pour les professeurs documentalistes, une date en ressort, c'est celle du 17 décembre 2020. La vie scolaire a franchi le cap des mouvements de grève le 1er décembre 2020. Pour 2021, il y a eu le 19 janvier, le 22 mars, le 20 mai et celle du 2 décembre dernier. Les AESH, moi je retiens surtout le 19 octobre 2021, mais c'est vrai que la plupart des autres grèves se faisaient en lien avec les AED ou celles de tous les personnels. Pareil pour les ATSEM, pas de date particulière dans le premier degré. C'est qu'il y a des grèves régulières, oui, mais elles sont plutôt locales et très peu médiatisées. S'il y a bien une grève à retenir dans toutes les dernières années, c'est quand même celle du 12 novembre 2018. Pas seulement parce que ce fut la première grève qui a accueilli notre ministre, mais c'est aussi et surtout parce que ce fut aussi la première grève depuis 2011 qui rassembla tous les syndicats de l'éducation nationale. Eh oui, des appels massifs au mouvement de grève, de la maternelle jusqu'au lycée, dans le public comme dans le privé. Elle aura généré presque 10% de participation selon les chiffres officiels, pas loin de 9% d'enseignants dans le premier degré et presque 14% pour le second degré. Si l'on regarde du côté des syndicats, ceux-ci avançaient plutôt 25% de grévistes dans le premier degré et 40% dans le second degré. Qui croire Bon, bah là c'est difficile de croire qui que ce soit, tant les différences sont flagrantes. Passons donc à autre chose. Les raisons de ces mouvements, pardi. Je ne vais pas trop radoter avec l'épisode 8 puisqu'on s'en parlait déjà, toutes les souffrances des enseignants notamment. Salaire peu mirobolant malgré un concours de la fonction publique, suppression et manque de postes pour des questions d'économie, niveau inquiétant de nos élèves suite aux volontés du ministère de faire grimper tout le monde. Inclusion scolaire mais fesses du poulet, oui. Réforme qui s'enchaîne sans aucune continuité ou prise en compte du terrain d'ailleurs. Bon, c'est peut-être mieux d'aller écouter l'épisode 8 directement, on s'en parle mieux. Ce que je rajoute ici, les professeurs documentalistes. Pas la même rémunération que les profs de discipline malgré le CAPES documentation. Pas d'indemnité de suivi et d'orientation des élèves puisqu'ils ne peuvent en principe pas être professeurs principaux. Pas d'HSA ou HSE parce qu'ils ne sont pas 100% devant élèves. Mais pourtant, dans professeurs documentalistes, il y a professeurs en fait, et ils sont habilités à faire des séances de travail avec les élèves, notamment dans l'éducation aux médias et à l'information, mais pas que. On y met en plus un manque de reconnaissance globale et pas de prime d'équipement informatique pendant les confinements. Les vies scolaires. Entre les CPE qui sont totalement oubliés par le ministère et qui ne touchent pas non plus la prime d'équipement informatique, que l'on noie de missions qui n'apparaissent nulle part dans leur circulaire de mission justement, il y a aussi les AED et les AESH pour compléter ce triste tableau. Pas de reconnaissance de la communauté éducative, pas de reconnaissance du statut et des salaires bas parce qu'embauche possible à partir du bac. Pour rappel, AESH, c'est 24 heures seulement et un salaire plus bas que le SMIC. AED, c'est 42 heures et le SMIC. Pas de possibilité d'heures supplémentaires jusqu'aux dernières annonces du ministre. Mais bon, avec 42 heures du travail par semaine pour l'AED, ça va être un petit peu difficile d'enchaîner les heures sup. Ceux qu'on oublie, qui manquent de représentation dans les grèves, mais qui sont tout autant mal reconnus que les autres collègues. Ce sont les personnels d'orientation, les personnels de santé, les personnels administratifs. Aucune reconnaissance, des postes supprimés tous les ans malgré le fort besoin et les demandes. Pas assez de moyens, conditions de travail imbuvables pour ceux qui travaillent dans plusieurs établissements, sans parler des primes qui ne courent pas les rues non plus. Les personnels de direction, eux aussi, dans le mal, sont encore moins représentés. Pas forcément parce qu'ils adhèrent aux conditions de travail ministérielles. Comme on se l'est dit un petit peu plus tôt, se mettre en grève est délicat pour eux à cause des responsabilités autour de l'établissement. Certains trouvent alors d'autres moyens pour soit soutenir les collègues en grève, soit contester le naufrage du paquebot, parce qu'ils sont eux aussi mis à mal par les injonctions et les directives de tous les côtés. En bref, c'est, toute l'éducation nationale qui va mal. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les grèves sont devenues aussi inefficaces en France ? Éducation nationale ou hors éducation nationale, c'est le même problème observé. Aucune grève ne parvient plus à fonctionner et à donner de résultats chez nous.
Il suffit pour ça de regarder le mouvement des Gilets jaunes, dont on pense ce qu'on veut, hein, bien entendu. Mais au niveau de ce qu'il y a eu, des avancées, plus d'une année de manifestations quotidiennes, d'échanges difficiles et tendus pour négocier, de casse et de crise sanitaire par-dessus, et les avancées se sont avérées très maigres, malgré pourtant une forte mobilisation au début. Et entre-temps, les Gilets jaunes se sont éparpillés dans leurs revendications. Les grèves des agriculteurs qu'ont-elles réellement donné à cette profession en difficulté? Les grèves de la maison, est-ce qu'on a des résultats depuis le temps qu'elles ont débuté? La grève du 23 septembre dernier, qu'est-ce qui cloche avec elle? Ahem, un peu éloigné de la rentrée, juste un peu. C'est que l'impact aurait été amplifié si cette grève avait eu lieu dans les premiers jours de la rentrée. Elle aurait désorganisé en masse. Réaction gouvernementale? Peut-être pas, mais publicité dans la presse et prise de conscience pour certaines familles. Lancer une grève au moment des examens, c'est arrivé pendant la correction du brevet de 2019, mais est-ce vraiment une bonne idée de le faire sur cette période? Il y a quand même un risque de pénaliser les élèves pour qui les examens sont un peu importants, mine de rien. Mais alors, comment porter les revendications sans tomber dans l'affect et la culpabilisation? Une grève une fois par mois? Le procédé rend le tout inefficace et inutile, malheureusement. Parce qu'un jour par mois, ce n'est rien, ni à l'échelle de l'établissement, ni à l'échelle du gouvernement. Surtout à l'échelle du gouvernement, en fait. Inefficacité, parce qu'une grève qui n'inclut qu'une partie de ses personnels, en général, ça ne tient pas trop. L'enseignement public n'inclut presque jamais l'enseignement privé dans ses grèves. Peut-être est-ce dû à une fausse idée, celle que les collègues du privé n'auraient pas la même possibilité de faire grève comme dans le public. Faux, tout salarié a ce droit, y compris dans le privé. Et c'est pas la faute des syndicats si le privé ne se bouge pas. Sauf que le privé n'est pas confié à ces grèves, ou n'en a pas connaissance. Mais le privé vit très bien et ce n'est pas la même bataille, non? Si, justement, les collègues enseignants du privé ont obtenu un concours de la fonction publique. C'est le CAFEP-CAPES, qui est en tout point similaire au CAPES du public. Même concours, mêmes épreuves, même correcteur. C'est le même métier, les mêmes difficultés, pas plus choyé. Inclure le privé paraît donc plutôt un pas à faire assez vite pour les prochains mouvements. Comment prétendre représenter tous les personnels quand tout le monde n'est pas inclus? Pas que des avantages, des conditions de travail pas forcément plus joyeuses et des familles qui ne sont pas plus respectueuses dans un cas comme dans l'autre. En permettant aux collègues du privé de rejoindre les mouvements, grèves et revendications, ça ne peut qu'augmenter le nombre de grévistes et le nombre de voix qui veulent du changement. D'ailleurs, je dis ça pour le privé, mais peut-être que pour l'agricole, ça serait exactement la même chose. Une unification qui serait la bienvenue dans ces temps où l'on a tendance à plutôt se rejeter la faute pour des motifs dont on parlera un autre jour. Comment être efficace dans une grève quand il y a trop de grèves à suivre? Éparpillé dans le temps, sans beaucoup d'unité au niveau des revendications ou même du pourcentage de grévistes. Une grève par mois ou une grève reconductible, tous les collègues ne pourront pas assurer leurs arrières, même avec la mise en place d'une caisse de grève solidaire. Le frein financier reste très fort. Et puis les grèves de l'éducation nationale, oui, mais aussi les autres grèves. C'est qu'aujourd'hui, on a presque quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines une grève qui vient d'un secteur ou de plusieurs secteurs, parfois plusieurs grèves la même semaine, à tel point qu'on ne sait plus où donner de la tête. Je vais caricaturer un peu, mais toutes ces grèves se noient les unes dans les autres. Comment donner de la place et de la communication à chacune si elles s'enchaînent sans lien entre elles? Où est la visibilité attendue? Parce qu'il faut bien une visibilité aussi, non? Je vous le disais il y a quelques instants, les grèves en général ne donnent plus autant de résultats, ou si peu, que ça donne l'impression d'avoir perdu son temps, son salaire. Évidemment, mai 68 et son efficacité, c'est fini, on n'en doute plus. 8 à millions de grévistes ce mois-là, et nous, on n'arrive pas à fédérer autant. La vraie question, c'est plutôt de savoir qui est réellement impacté par nos mouvements actuels. Certainement pas le gouvernement, certainement pas les académies et les rectorats, aucun décisionnaire n'est touché. Mais le reste du monde, ah ouais, ça pour le coup, il l'est bien. Élèves, enseignants et vie scolaire, équipe de direction, parents, bref, tout le monde est touché, sauf les cibles visées au départ. Un poil embêtant quand même, je dirais. Et ce facteur-là contribue à rendre les grèves inefficaces et risibles pour certaines. Un internaute disait quelque part que les grèves ne servaient pas à emmerder les décisionnaires, mais à sensibiliser l'opinion publique et à bloquer si nécessaire. Pourquoi c'est une stratégie très limitée? Parce qu'à part se faire traiter de feignasses toujours en grève ou en vacances, à part resserrer les tensions entre l'école et l'extérieur, les familles notamment, franchement ça ne fait pas grand-chose. Une grève sans action, une grève qui se contente de bloquer et d'emmerder, c'est un peu ce qu'on en retient sur le moment. Et là, ce n'est pas un jugement personnel, je vous livre juste le ressenti que j'entends autour de moi, parmi mes proches. Ouais, ça pique un peu, ça pique régulièrement même. Mais ont-ils entièrement tort sur leur raisonnement?
Comment sensibiliser l'opinion publique et donc les familles si on ne les met pas dans les bonnes dispositions pour participer aux revendications? Cette rentrée 2021 aura quand même bien montré tout le pouvoir que les familles peuvent avoir. On s'en parlait déjà dans l'épisode 7 au passage. Par manque d'AESH pour leurs enfants ou parce que tous les cours ne sont pas assurés par manque de contractuels remplaçants, les familles montent au créneau, manifestent avec les collègues. Mais franchement, est-ce que ça arrive partout? Pas du tout. Est-ce que les familles pensent à nous quand elles manifestent avec les collègues? Certaines le font, absolument. Mais ne soyons pas dupes, elles veulent surtout la réussite de leur enfant, les meilleures conditions pour eux, pas pour nous. Et la raison pour laquelle les grèves locales obtiennent davantage satisfaction, dans le N en tout cas, c'est parce qu'elles mobilisent tout le personnel et les parents, et que l'établissement est vraiment bloqué puisqu'il n'y a aucun accueil possible. Le mouvement en équipe entière dure sur le temps et paralyse réellement toute la boutique, donc ça attire forcément l'attention des bonnes personnes. Un dernier frein qui rend les grèves inefficaces. La culpabilisation à outrance de la part de certains grévistes quand les collègues ne les suivent pas dans les grèves. Ce n'est pas une généralité, comme à chaque fois, mais je ne vais pas le taire non plus, vous commencez à me connaître. Est-ce que c'est vraiment normal d'entendre un collègue traiter un autre collègue de collabo ou de traître? De lui asséner au museau qui ne cherche que les bonnes grâces du chef d'établissement ou de la hiérarchie en ne faisant pas grève? Est-ce vraiment digne de notre corps de métier que de se montrer délibérément virulent et insultant envers ceux qui ne participent pas aux grèves? Alors je vais le rappeler aussi, la grève n'est pas une obligation, c'est un droit fondamental et constitutionnel qui fait appel à une conviction personnelle. Personne n'a à se justifier, ni du côté des grévistes, ni du côté des non-grévistes. C'est bien joli de voir ce qui ne fonctionne pas, mais dans ce cas-là, quelle piste pour faire entendre les revendications? On commence par se rappeler que ce sont bien les décisionnaires qui sont visés, pas l'opinion publique, qui de toute façon n'apprécie déjà pas la maison. Alors comment les atteindre eux? Piste numéro 1, assurer ses cours, mais ne pas corriger les examens, ne pas rentrer les notes et ne pas accepter de participer aux différents oraux du collège ou du lycée et de l'école élémentaire s'il y en a. Ce sont des actions faisables, mais qui pénaliseront-elles vraiment? Ce n'est pas le gouvernement qui sera embêté ou emmerdé, c'est bien les élèves en premier lieu, puis l'établissement. Mais l'établissement n'est pas décisionnaire de tout, loin de là. Avec tous les mensonges qu'on fait avaler aux élèves sur leur niveau pour qu'ils passent aux échelons supérieurs, et la crise sanitaire qui a accentué leurs difficultés, une grève sur les examens n'est pas nécessairement la meilleure idée, sans même parler de l'élève en lui-même. La grève de correction du brevet 2019 et ses rétentions de notes auront démontré que ça n'a strictement aucun effet. Académie et rectorat pourront toujours faire passer les élèves en prenant en compte la moyenne annuelle à la place de la note de la copie d'examen, par exemple. De plus, le nouveau format du bac a disséminé les épreuves sur toute l'année, donc impossible d'avoir une mobilisation forte sur tous les établissements. Pas vraiment de pression possible là-dessus, sauf s'il y a une mobilisation exceptionnelle avec vrai effet de surprise. Piste numéro 2. Une grève de surveillance au lieu d'une grève d'examen, c'est-à-dire se déclarer gréviste le jour même où l'on est convoqué comme surveillant aux épreuves. Oui, sauf que là, on se heurte au même problème des épreuves disséminées. Le faire pendant les épreuves terminales alors? Mais on sait bien que l'établissement réagira vite pour assurer une présence, quitte à ce que ce soit l'administration ou la direction elle-même qui assure le remplacement en attendant les renforts de réserve. Un peu de sueur à prévoir pour les collègues, mais pas assez de mobilisation, pas assez d'action. Et encore une fois, les décisionnaires ne le sauront même pas. Alors quel intérêt? Piste numéro 3. Enseignants et personnels démissionnent collectivement de leurs fonctions de PP, de coordinateur, de leur IMP s'ils en ont une, et arrêtent projets, clubs, sorties et voyages. Bref, tout ce qui n'a pas attrait à leur circulaire de mission et leur référentiel. Là encore, ça ne joue que sur l'établissement. Ça peut enquiquiner le rectorat, mais sans plus. Tout le monde se prive pour rien parce que cette grève ne touche pas les décisionnaires. Les classes peuvent fonctionner sans PP, les équipes pédagogiques sans référent. En plus, attendez, ça serait même un plaisir pour les rectorats. Bah oui, pas d'IMP à payer, pas de prime à payer, rien à payer, que des économies. Leur faire ce plaisir, vraiment. Piste numéro 4. Secouer les institutions qui ont accès aux décisionnaires. Mairie, préfecture, rectorat et services académiques, lycées payeurs, INSPE et toute autre institution qui ont elles-mêmes accès au gouvernement via les passerelles internes. Les inonder de mails et d'appels téléphoniques avec les revendications, les sensibilisations. Faire la même chose sur leurs réseaux sociaux avec des comptes fictifs ou réels. Certes, ça demande de l'énergie et du risque. Certes, on n'emmerde pas tout à fait les décisionnaires. On emmerde plutôt des personnes qui travaillent elles aussi. Mais peut-être aura-t-on des résultats et des dialogues plus rapides et sérieux en allant vers les institutions qui nous sont ouvertes.
Faire tout ça en complétant avec de la communication massive par la presse, par des témoignages anonymes ou presque anonymes, histoire de jouer sur les nerfs du ministère. Inclure les collègues du privé et les parents comme on peut. Est-ce que les autres salariés aimeront? Absolument pas, d'autant qu'ils ne pourront pas traiter les demandes urgentes. Est-ce vraiment si bien que ça finalement? Est-ce que nos décisionnaires nous écouteront mieux ainsi? Ils sauront, oui, mais plieront-ils sous cette double pression? Quels seraient les risques pour les collègues qui sont dans l'action? Piste numéro 5. Assurer une prise en charge des élèves, mais ne pas assurer le cours de façon traditionnelle. C'est-à-dire être présent en classe avec ses élèves, mais leur faire passer du contenu numérique via Lumni ou autre, sans aucun autre cours, avec des évaluations basiques. Pardon pour le mot, faire garderie en somme, avec le risque que les élèves finissent par sécher les cours, sachant ce qui les attendra. Là aussi, ça ne touche que l'établissement, mais les parents mécontents viendront voir ce qui ne va pas, et avec de la patience, avec du dialogue, peut-être qu'ils se rallieront à la cause. Bon, pas sûr pour ce coup-là, hein. Ils iront plutôt se plaindre à la direction et au rectorat. Toutes ces pistes sont faisables, mais sont-elles profitables au mouvement? Là est une autre question. On parle l'essence de la grève en fin de compte, hein. On le voit déjà largement dès qu'il y a une grève dans l'éducation nationale, voire même dans d'autres secteurs. Et pourtant, c'est un essentiel. Le peu de mobilisation et le manque de soutien entre syndicats. Je m'explique. Il y a déjà plus ou moins de grévistes pour plein de raisons, mais si les syndicats n'appellent pas en masse aux actions, le nombre de grévistes ne grimpe jamais. En ce moment, chaque syndicat lance son action et les grèves se multiplient de manière plutôt désorganisée. Si je vous ai reparlé de cette grève de novembre 2018, c'est précisément parce qu'elle a été lancée par tous les syndicats réunis, ce qui a permis de ramener plus de monde, d'avoir une communication large. En même temps, les revendications de cette grève étaient très claires. Protester contre la suppression de postes et la réforme à venir qui touchait tous les personnels. Et puis, vérité qui titille un peu. Entre ce qui est faisable par le gouvernement et ce qui n'est pas faisable, on a plutôt tendance à ne pas savoir mettre le curseur à un point raisonnable et atteignable. Revalorisation, reclassement, création de postes et écoute de nos souffrances, ça c'est faisable. Mais augmenter tout le monde d'un coup, c'est-à-dire pas juste les enseignants, mais vraiment tous les personnels de l'établissement, entendre toutes les revendications d'un coup et agir en une seule fois, bien sûr que ce n'est pas possible, hélas. Crise sanitaire, porte-monnaie du pays déjà mis à mal, bref, on se doute bien que tout n'est pas faisable sur l'instant. Alors peut-être qu'il faudra finir par revenir à des revendications claires et demandées par tout un secteur. Revalorisation des salaires et création de postes, c'est quelque chose qui touche tous les collègues de la maison. Alors pourquoi ne pas commencer par là, à un point atteignable si la mobilisation est suffisante? Et après, poursuivre quand le gros des revendications aura été entendu, pris en compte et évolué dans la bonne voie. Comment on sait que le ministère a les fonds? Comme ça, là, je dirais bêtement que c'est parce qu'il a rendu à peu près 600 millions d'euros du budget en 2020 et 75 millions cette année. Donc au lieu de faire des économies sur toute une institution, je conseillerais au ministère d'arrêter de clamer publiquement qu'il n'y a pas d'argent. Mais avant d'en arriver à là, d'abord resserrer les revendications pour qu'elles représentent tous les personnels, puis à nouveau porter les revendications de son propre service. Ce n'est qu'une idée, hein, c'est pas forcément la meilleure non plus, mais peut-être qu'il vaut mieux une grève massive qu'un tas de grèves une fois le mois pour chaque service. Enfin, même si ça ne fait pas particulièrement plaisir à dire, il y aura des compromis à faire, évidemment. On n'obtiendra jamais tout ce qu'on demande et le gouvernement n'acceptera jamais de tout nous donner. Moment souvenir, la grève des agriculteurs le jour où je devais passer mon épreuve de PS. J'habitais à la campagne, 1 heure pour venir le matin, 1h30 à 2h le soir. Ce jour-là, j'avais pris le tout premier bus pour être sûr d'arriver à l'heure. Eh ben non, arrivé 2 heures en retard. Ah mais oh, ce n'est que de l'EPS, et puis t'as pu la faire ton épreuve. Alors 1, l'EPS reste une épreuve d'examen, donc oui, il y a de la pression. Et 2, cette épreuve concernait le badminton, un sport dans lequel je peux me débrouiller si je suis dans les bonnes conditions. Or, ce n'était évidemment pas le cas ce jour, avec tout le stress. Deuxième essai, avoir failli ne pas être admise à une épreuve de bac en fin d'année, malgré toutes les précautions prises pour arriver bien en avance. Et d'autres élèves sont arrivés même après le début de l'épreuve. Pardon, mais en tant qu'élève, c'est une des pires choses qui puisse arriver. Bon, ceci dit, l'année dernière, j'ai vu des élèves être acceptés aux épreuves terminales avec 1 heure de retard. Troisième exemple personnel, c'est le retour difficile d'une sortie scolaire effectuée dans le cadre de ma spécialité de bac. Un trajet de retour qui devait durer 2h30. 5 heures en tout avec la grève.
Je n'oublie pas que j'ai failli dormir dehors ce soir-là, et que si une enseignante n'avait pas eu la gentillesse de me ramener dans ma campagne, j'aurais été dans la mouise. Bref, vous l'aurez compris, ces quelques expériences m'ont influencé dans ma manière de penser la grève. J'ai probablement un parti pris là-dessus, qui fait que je n'adhérerai pas forcément à ces mouvements, pas tant qu'ils viseront à emmerder tout le monde, sauf les bonnes personnes. Une grève active, où l'on ne se contente pas que de faire une marche de santé, de poireauter devant les places et les préfectures, oui, c'est faisable, mais le reste, non. Et en même temps, avec ma vision, vous vous demanderez peut-être comment les choses peuvent bouger si je reste inactive. C'est compréhensif. J'assume ne pas faire grève, j'assume ne pas vouloir perdre mon salaire inutilement, mais j'assume aussi m'intéresser au mouvement et réfléchir à ce qui est proposé, même si ce n'est pas une de mes revendications. Dans la tolérance, tout simplement, en attendant de pouvoir agir à mon maigre niveau. Les grèves du siècle dernier ont apporté de réels changements et des évolutions que l'on remercie aujourd'hui, parce qu'on peut en profiter. Mais sachant que celles de maintenant sont sans réponse alors que tous les signaux vont vers le rouge, est-ce vraiment un outil de pression qui fonctionne encore? Les observations et les remontées du jour indiqueraient plutôt qu'il va falloir revoir nos méthodes rapidement si l'on veut se faire entendre ou obtenir gain de cause. Et puisqu'on est sur le droit de grève, la grève est-elle une forme de protestation admise pour les élèves? Allez, mercredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Engagement, revendication et volontariat, ça ne manque vraiment pas dans l'éducation nationale. Alors on ira voir si c'est vraiment une valorisation ou si c'est plutôt de la communication. Portez-vous bien et ne baissez pas les bras.